Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. Pour apporter la meilleure assiette possible et faire le mieux notre métier possible, il faut comprendre tous les enjeux de chacun. Une émission présentée par Christian Rogoubi. Aujourd'hui, nous accueillons Damien Després, restaurateur passionné et engagé au 38 avenue Henri Ginoux à Montrouge. Il est reconnu par le Collège culinaire de France depuis 2015. Bonjour Damien. Bonjour Christian. Toi, tu es un des pionniers de cette fabuleuse aventure du Collège culinaire de France depuis 2014, en fait. Je disais depuis 2015, mais c'est depuis 2014, je me suis trompé. Est-ce que tu sais comment tu surnommes au Collège culinaire de France ? Non, je ne savais pas que j'avais un surnom. Ah ouais, t'as un surnom. C'est le Christophe Colomb de la cuisine de Montrouge. Pourquoi ? Parce que tu nous as fait découvrir à 2 pas du périph', il fallait vraiment vouloir s'installer à 2 pas du périph', cette nouvelle terre de Montrouge, où en fait tu as initié une nouvelle façon artisanale et relationnelle d'aborder la restauration, tout simplement. C'est vrai que c'était un pari à l'époque de s'installer à Montrouge plutôt qu'en plein Paris, mais Paris réussit, au bout de 15 ans, je pense qu'on a réussi à coloniser et à apporter la bonne nouvelle sur cette terre de Montrouge. Exactement, et ton parcours est indissociable du développement du collège. Tu fais même partie de l'instance de gouvernance maintenant au collège, donc tu es vraiment très très investi. Mais en fait, pour toi, allons directement au but, c'est quoi d'être un artisan militant de la qualité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de choses, c'est une vision de la vie, je pense, qui englobe une qualité relationnelle, un savoir-faire et voilà, un art de vivre autour de l'alimentation. C'est quelque chose qui est vraiment totalement plein. Mais alors, comment on fait quand on a une femme et un bébé ? 2 bébés même. Deux bébés maintenant, ah oui. Et que tu travailles en fait non-stop, parce que ces métiers-là, et surtout celui de l'artisanat, impliquent de s'y donner totalement. Oui, alors c'est vrai. Et en même temps, quand on travaille de sa passion, on travaille jamais vraiment. Il y a des tâches plus difficiles que d'autres, mais il y a surtout beaucoup de passion. Alors, faut réussir à combiner, aménager du temps pour tout ça. La vie de famille, c'est pas évident. On fait des choix, des orientations professionnelles, des fois un peu différentes de ce qu'on aurait fait habituellement. Mais je pense que quand on a vraiment ça chevillé au corps, on trouve des solutions. En fait, on engage sa femme et son bébé, non ? Exactement. Alors, ma femme, je l'ai rencontrée sur mon lieu de travail et du coup, on a une façon assez fluide et assez facile de se comprendre l'un l'autre. Pour les bébés, ils sont encore un peu petits, mais on y travaille. C'est une invention de tous les jours et qui, comme on le dit, est une chaîne humaine qui va de la terre et de la mer, justement, c'est le nom du podcast, jusqu'à l'assiette. C'est-à-dire qui implique les producteurs, qui implique tout le monde et en fait qui va même jusqu'aux clients. Je crois que pendant la Covid, tu as développé aussi une relation avec des clients qui perdurent après. Oui, c'est vrai que notre engagement au collège, il est aussi lié à cette chaîne de la qualité relationnelle du producteur, la plupart qu'on a rencontrés avec le collège, et qui va jusqu'au client. En effet, pendant la période Covid, ça a été compliqué pendant quelques temps, comme tout le monde. On a trouvé des solutions, on a fait de la vente emportée et on a également profité de cette période pour faire des travaux et on a financé une partie de ces travaux avec un financement participatif. Donc on a fait appel à notre communauté de clients finalement. Des citoyens du bien manger. Oui, des citoyens qui se sont investis dans notre projet parce qu'ils y croyaient en nous. Ok, c'est merveilleux, ça montre bien que à partir d'une identité, à partir d'une façon d'être, on développe quelque chose de totalement nouveau et qui est vraiment très porteur. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un premier interview, on l'appelle les Toc Toc qui est là. Toc toc, qui est là ? Alors Damien, si tu étais un vignoble ? La Bourgogne, peut-être la Côte de Nuit. Ah, d'accord. Oui. Finesse, élégance, puissance. Si tu étais un fromage ? Alors ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas une appellation qui me fait rêver plus qu'une autre, mais par contre un fromage de chèvre de Laure Fourgeau. Voilà, je pense qu'on n'est pas loin de la perfection. C'est dans le pluriamour en fait. Très, très, très en vogue. Alors, si tu étais un autre cuisinier ?
Il y a une philosophie de cuisine que j'aime beaucoup, qui est celle de Romain Méder. Donc, si je devais en retenir qu'un, je le citerais. Oui, qui était au Plaza Athénée et qui maintenant est au domaine de Primard. Le domaine de Primard, un des bébés du CAS, même si déjà il est en pleine maturité. Ok, si tu étais une région? Une région, l'Aquitaine. Ah, pourquoi? Pour l'océan. Eh bien, on va passer maintenant à un deuxième temps. Ce temps, c'est de savoir un petit peu comment tu fais pour développer un certain nombre de points qui sont très, très déterminants au Collège Cuisinière de France, c'est-à-dire la transparence dans l'assiette, c'est quelque chose que vous revendiquez. Comment ça se pratique, ça? La transparence dans l'assiette, c'est finalement la transparence de tout notre métier et ce qu'on essaye de faire, ou en tout cas notre objectif, c'est de pouvoir apporter au client qui va venir déguster un plat chez nous, que ce soit dans un restaurant ou dans une vente à emporter ou même sur une prestation de traiteur, c'est d'être capable de pouvoir dire au client, voilà, ce que vous êtes en train de manger, c'est issu de toute une chaîne avec un producteur à la base, des personnes qui l'ont transformé et d'autres personnes qui vont vous l'apporter, qui vont vous offrir ce moment-là. Et donc d'être capable d'être transparent sur toute cette chaîne-là, c'est hyper important. C'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, l'ADN du Collège Culinaire de France et qui permet aux clients, quand ils s'adressent à quelqu'un du collège, de savoir que voilà, il y a eu tout un travail en amont. C'est pas uniquement poser une assiette sur la table. Il y a tout le travail en amont qui est là et qui est hyper important, qui donne du corps et de l'éthique à l'assiette. Vous allez assez loin, vous, au Collège Culinaire de France, et toi en particulier. Vous dites que tout part des producteurs pour concevoir sa carte. Oui, c'est vrai que c'est une façon de fonctionner qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude. Moi, quand je suis sorti de l'école hôtelière, j'étais un peu formaté comme tous les cuisiniers à me dire tiens, je vais faire une recette, je vais commander de l'agneau chez un tel, des légumes là, etc. Et puis j'ai mon idée, je vais aller jusqu'au bout. De fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait plus intéressant à faire. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'appelle les producteurs avec qui je travaille. Je leur dis voilà, qu'est-ce que tu as à me proposer aujourd'hui, en ce moment, la semaine prochaine? Dis-moi ce que je vais mettre à ma carte. Ah oui. Et à partir de ce moment-là, je vais construire une recette, je vais construire une carte avec ces produits-là, et pas l'inverse. Et du coup, on est forcément dans la bonne saison et avec les produits qui valent le coup d'être travaillés. C'est ce que vous appelez la coopération, en fait. C'est absolument. C'est de travailler ensemble, chacun dans le métier de l'autre, quelque part. Oui, mais en fait, tout simplement, pour apporter la meilleure assiette possible et faire le mieux notre métier possible, il faut comprendre tous les enjeux de chacun, que ce soit le producteur, le cuisinier ou même la personne qui est en salle, le serveur, le maître d'hôtel, parce que finalement, on est cette chaîne de la qualité. Bien sûr. Et la coopération entre tous les membres est hyper importante pour avoir quelque chose de cohérent et qui soit qualitatif. Mais ça pose pas un petit problème, ça, au niveau du client? Parce que les clients, ils demandent un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément ce que le producteur peut apporter ou pas apporter. Oui, après, je pense qu'il y a... Le client roi, c'est une époque un peu révolue. En tout cas, chez nous en France, on est sur une ouverture d'esprit qui est un peu plus large. Dans les artisans militants de la qualité, parce que ça reste quand même, dans la restauration plus classique et traditionnelle, ça reste quand même le critère. Mais effectivement, c'est votre combat. C'est le combat, et puis c'est surtout se démarquer de ce qui peut se faire à côté. Voilà, c'est montrer une ligne différente. Un autre chemin est possible que uniquement avoir un steak frites à la carte, quoi. On peut faire d'autres choses. Au niveau économique, ça implique une autre façon de réfléchir à ce qu'on appelle son business model, en tout cas son économie de la qualité? Oui, c'est forcément un peu différent parce que nous, on n'a pas forcément l'habitude d'aller négocier les prix avec les producteurs. On n'a pas cette notion de négociation que peuvent avoir d'autres restaurateurs. On va dire, voilà, moi, il me faut tant de kilos de pommes de terre, je vais voir qui peut me le faire le moins cher au moment où je les commande. Nous, c'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de dire, si je travaille de la pomme de terre, je la sélectionne chez un tel ou chez un tel parce qu'elle me convient, je négocie pas le prix parce que j'imagine que s'il a fixé ce prix-là, c'est que c'est un prix qui est important pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des produits qu'on va pouvoir travailler, d'autres peut-être pas, en fonction de son positionnement de prix. Nous, à Montrouge, on est sur un positionnement prix, j'allais dire, assez moyen. On n'est pas sur du haut de gamme, on est sur de la bistronomie. Et du coup, il y a certains produits qu'on ne peut pas travailler parce que ça ne rentre pas dans notre capacité de ticket moyen. Donc, plutôt que de dire, tiens, je vais faire un produit à la truffe, mais je vais mettre de la brisure ou de l'huile de truffe un peu bas de gamme, mais juste
ça aura l'air, et ben on va se dire on va faire autre chose. Ah oui. On va travailler un bon champignon de Paris qui a été fait en Île-de-France, et finalement ça peut être tout aussi intéressant, et tout dépend comment on va le travailler et comment on va le proposer au client. Enfin, c'est une passion qui va de la terre et de la mer jusqu'à l'assiette et jusqu'au citoyen client qui est entraîné dans tout ça, quoi. Oui, je pense qu'on a quand on pose une assiette sur table et qu'on nourrit les gens, c'est qu'on a envie de transmettre autre chose. Alors, on passe, Damien, à un deuxième interview. Deuxième interview, fromage ou dessert? C'est fromage ou dessert? Damien, ville ou campagne? Campagne à la ville, si c'est possible. C'est génial. Temps court ou temps long? Il faut les deux. Je suis désolé, je suis pas très bon dans les réponses là. Ah ben, t'es pas très bon. Tu dis ce que tu penses et effectivement, ça pose question. C'est tout à fait normal. Non, au contraire, c'est très bien. Compétition ou coopération? Coopération, 100%. D'accord. Travail ou vacances? Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de travail quand on vit de sa passion, donc voilà, la vie. Donc, c'est même pas la peine de te poser vie personnelle et vie professionnelle. C'est la même chose. Non, il n'y a pas pas trop de barrières. Entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Ok, merci Damien. On va passer au troisième temps. Maintenant, on a vu tout ça, ce que vous faites et ce que vous développez au collège et ce que tu incarnes toi. Sur le plan personnel maintenant, quel est le sens de tout ça? Parce que tu disais bien, ça implique complètement un mode de vie. Quel est le sens de tout ça? Je pense que c'est un projet de vie. En tout cas, moi, dans mon cas, moi, je suis passionné par l'alimentation. J'aime manger, j'aime faire découvrir aussi ma passion aux autres. Et voilà, quand on travaille dans la restauration, en cuisine, en salle, je pense que c'est important d'être animé par cette envie de faire découvrir aux autres des saveurs, des goûts. Et depuis, en plus, qu'on est parents avec mon épouse, je pense qu'on a en plus cette dimension de transmettre aux plus jeunes générations l'importance de cultiver cet art de vivre, de savoir manger, de savoir cuisiner, c'est très important. Je pense qu'on a une société aujourd'hui où les gens ont beaucoup de choses en tête, beaucoup de loisirs, mais ne prennent pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. Et je pense que ce lien, il est hyper important de le travailler, de le tisser. Et c'est vrai que nous, on aime aussi transmettre aux plus jeunes générations via des projets avec les écoles. C'est extraordinaire parce que tu donnes une définition au lien humain, au lien social qui est au cœur de ton activité, ce qui est quand même extraordinaire. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est de plus en plus connectés, mais de moins en moins reliés, en fait. Et on s'aperçoit que c'est peut-être une cause, que tu as une sorte d'épidémie de solitude. Plus tu es connecté, plus tu es seul. Donc, à travers ce que tu dis, c'est-à-dire l'incarnation de la relation, là, on se retrouve sur une richesse extraordinaire. Et justement, j'aurais posé la question à ce propos. On parle beaucoup de wokisme, de cancel culture, etc. Quelle est ta relation dans les trois dimensions du temps, le passé, le présent et le futur ? Tu l'articules comment par rapport à ta passion? Le passé, je pense, apporte un héritage intéressant qui sont les racines finalement de notre alimentation. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, des choses très bien, des choses un peu moins bien. On a traversé, je pense, des modes aussi avec une grosse part d'industrialisation qui a été importante dans les années 80, 90. On s'est retrouvé avec des plats cuisinés, des produits ultra transformés qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Et je pense que le présent et le futur aujourd'hui, c'est d'être capable de composer avec ces produits-là, mais surtout avec les autres, et de cultiver une autre voie, qui est de dire, on peut toujours cuisiner des produits si on est capable de conserver les savoir-faire qu'on a chez les petits producteurs. Alors c'est un mot que j'aime pas, petits producteurs, mais qui donne cette importance de la taille. Aujourd'hui, je pense que des grosses exploitations... elles sont pas forcément calibrées pour apporter Elles sont industrialisées en fait. Elles sont industrialisées. Qu'on le veuille c'est ou pas non. forcément un gros mot parce qu'aujourd'hui on peut faire, je pense, des bonnes choses à grande échelle. Bien sûr, mais tout dépend de la finalité. Si la finalité est financière ou si elle est finalement avec une éthique et avec une transmission de valeurs. Tout à fait. Et c'est tout le combat du Collège culinaire de France. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu fais partie de l'association Manger Citoyen qu'on a créée à partir du Collège culinaire de France et qui, elle, mobilise le citoyen sur ce même combat. Oui, je pense que les gens aujourd'hui sont en demande de mieux comprendre, de mieux s'informer. Quels sont les enjeux de l'alimentation aujourd'hui et demain? Donc c'est important d'avoir un relais. Et qu'ils soient leur propre acteur, en fait.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a tous une responsabilité individuelle et collective Bien sûr. à préserver et à développer des modes de production et des modes d'alimentation qui sont différents de ce vers quoi on nous oriente à coup de marketing et de publicité. Voilà. Alors on peut le voir sur manger-citoyen.org où là on peut tout à fait aussi s'engager en tant que citoyen, comme vous le faites vous au Collège culinaire de France et sur ce combat commun. Dernière interview avant de conclure et merci de ta présence, c'est ce qu'on appelle nous le pot de moutarde. La moutarde me monte au nez. Disons que c'est un peu ton coup de gueule de la moutarde qui te monte au nez. Dans tout notre environnement, il y a sans doute un ou plusieurs choses qui te... Voilà, tu voudrais donner un petit peu ton coup de gueule sur le sujet. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on va essayer d'être focus sur quelque chose. Il y a un produit facile en ce moment, dont c'est la saison, c'est la tomate. Ah oui. Et je sais que chez Manger Citoyen, on milite pour que la tomate, ça soit pas en hiver, mais en été. Ouais. Et je pense que c'est un produit finalement qui est hyper banal aujourd'hui. On le trouve partout, toute l'année, dans tous les rayons de grandes surfaces et sur même tous les marchés de France. Alors que je pense qu'il y a un meilleur chemin à trouver. La tomate l'été, c'est très bien. Quand elle est cultivée sans serre chauffée, idéalement dans de la pleine terre, c'est encore mieux. La tomate en hiver, c'est non. Voilà. Je pense qu'on peut s'en passer. Il y a plein d'autres choses à faire. Un beau coup de gueule. Bah, merci. Et puis, peut-être en concluant, d'abord, merci d'avoir donné ce temps pour nos auditeurs et pour ce podcast qui va se développer au fil des mois, une fois tous les 15 jours. On en reparlera. Est-ce que tu aurais à donner à nos auditeurs, qu'ils soient professionnels ou citoyens, une ou deux adresses qui te tiennent à cœur? Un producteur. Alors, bien sûr, tu en as plein, mais voilà, pour que nos auditeurs, et un restaurant d'ailleurs, puisque vous êtes très justement en relation, en coopération les uns avec les autres. Oui, je pense qu'on fait partie d'une famille et quand on est dans une famille, en général, c'est les gens qu'on aime, donc on a forcément envie de les recommander. Alors, un producteur que j'aime beaucoup, qui est pas très loin de chez nous, c'est les volailles de la ferme de Loré-de-Milly, à Milly-la-Forêt, Oui. voilà, qui fait des superbes volailles en bio, où il produit lui-même la nourriture. Il a des vieilles races qu'il a remis au goût du jour, donc voilà, vraiment des très très belles volailles. Très bien. Je crois qu'il les vend en plus en direct aux particuliers, donc Très bien. les particuliers peuvent y aller, en plus des professionnels. Et un restaurant, alors c'est difficile de n'en citer qu'un parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est vrai. Qui je vais citer? Mais tu sais, on a plusieurs restaurants de qualité, membres du Collège culinaire de France, qui en même temps indiquent sur leur carte aujourd'hui les autres restaurants de leur secteur en restaurants membres du Collège culinaire de France. Et ça produit des effets extraordinaires. On a même pu voir que ça pouvait faire en sorte que ça augmente leur chiffre d'affaires. Donc cette coopération, elle est vraiment au cœur du Collège culinaire de France. Bon, mais tu nous l'enverras si tu si tu l'as pas encore en tête. Si, alors c'est tout bête parce que je pense à elle parce que je l'ai croisée il y a pas longtemps. C'est Frédéric Triquet qui est à Asnières avec le restaurant Saison. Voilà. Ah oui, son restaurant Saison. Bah, elle fera partie d'un de nos podcasts également durant les mois à venir. On va comme ça, le fil conducteur est trouvé. Voilà. Merci à toi Damien, et puis continue sur cette voie, c'est extraordinaire, parce que tu ouvres un avenir qui est vraiment intéressant, au-delà même de la gastronomie artisanale, je pense, pour nous tous. Merci. Merci Christian. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.